Alors, Julien Kunowski, donc ça, tout va bien, c'est mon nom. Moi, je suis inspecteur, donc hors classe de l'action sanitaire et sociale, donc ça doit vous parler, j'espère. Je suis dans les Hauts-de-France et aujourd'hui, j'interviens au titre, alors je ne suis pas fonctionnaire, agent qui travaille directement à la direction générale de la cohésion sociale, je travaille en direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale des Hauts-de-France. Mais là, j'interviens en ma qualité, effectivement, de chef de projet national sur la gestion des risques MJPM et je parlerai un petit peu de la genèse de ce groupe de travail national, justement, et de l'outil qu'il a produit. Alors, l'actualité oblige, et bon, après, on a une table ronde cet après-midi, donc on pourra aussi rebondir et échanger là-dessus. Mais effectivement, il y a pas mal d'éléments qu'il me faut partager avec vous pour mettre un petit peu dans le contexte l'intervention qui va suivre. Là-dessus. Donc, vous n'êtes pas sans savoir que plusieurs choses se sont déroulées depuis ces derniers mois, durant l'été par exemple, puisqu'en juillet, vous avez eu le Premier ministre qui a sorti des instructions, on va dire, préparatoires ou de lancement de l'Action publique 22. Donc, je ne sais pas si vous les avez lues. Il y en a deux. Une pour les préfets de région, c'est un lancement d'une consultation. Les préfets de région doivent, renvoyer d'ici la fin octobre ou la mi-octobre des propositions sur la réorganisation des missions, voire même la réorganisation de l'organisation territoriale, et en parallèle, pareil, une instruction pour les administrations centrales, dont la Direction générale de la cohésion sociale fait partie, pour leur demander de plancher sur plus de déconcentration de l'action publique. Voilà, alors, je ne vais pas rentrer dans le détail de ces instructions qui lancent un processus, si ce n'est que, et j'attire votre attention dessus, peut-être pour une bonne raison ou pas, en tout cas, la protection juridique des majeurs n'est absolument pas évoquée dans ces textes. Ces textes, surtout la partie pour le préfet de région, vont pourtant dans le détail de certaines dispositions à renforcer pour l'État ou à abandonner. Donc voilà, donc là-dessus, je n'ai pas de réponse plus précise. Autre élément qui est sorti à la rentrée, vous avez le plan de lutte contre la pauvreté, donc, qui a été annoncé par les ministres concernés, M. Noblecourt, délégué interministériel, et Mme Buzyn. Je vous invite à aller regarder la chose, puisque ça va être clairement une chose très importante pour l'action publique qui va maintenant se déployer, se décliner dans les années à venir, mais toujours avec une question sur ce qui nous intéresse aujourd'hui ici, c'est-à-dire la protection juridique des majeurs, puisque, à ma connaissance, en tout cas, ce plan de lutte contre la pauvreté nouvelle génération ne dispose pas d'éléments précis, en tout cas n'interpelle pas la protection juridique des majeurs. Donc c'est un élément de questionnement aussi, puisque, comme vous le saviez, dans l'ancienne version de ce plan, du précédent quinquennat, il y avait eu, mais alors là on rentre dans les budgets opérationnels de programme et les logiques, quand même une sorte d'intégration de la protection juridique des majeurs, puisque vous étiez maintenant non plus sur le BOP 106, pour ceux qui s'en souviennent, mais sur un BOP 304 qui alliait les actions de lutte justement contre la pauvreté. Voilà, donc ça, ce sont mes interrogations un petit peu aujourd'hui sur le contexte national. Mais à cela s'ajoute bien entendu la sortie et la présentation, il y a très peu, et Mme Caron-Déglise, elle n'est plus dans la salle, mais elle reviendra tout à l'heure, du rapport Caron-Déglise justement, qui lui est extrêmement intéressant, et je pense qu'on le commentera beaucoup aujourd'hui, et donc qui revient sur un certain nombre des éléments, qui parlent du contrôle, bien entendu, et je vous invite aussi à lire la feuille de route qui est intégrée dans ce document, non pas parce qu'aujourd'hui elle est opérationnelle et applicable, c'est une proposition, mais parce qu'elle reprend un certain nombre d'éléments sur une proposition du positionnement de l'État sur la protection juridique des majeurs, que je pourrais éventuellement un petit peu commenter à la fin de mon intervention, ou tout à l'heure en table ronde. Voilà. Pour l'inspection contrôle, et pour refaire le petit lien avec les instructions Premier ministre que j'ai citées de juillet, on va vers un renforcement, en tout cas, de l'État sur l'inspection contrôle. Mais qui dit renforcement, c'est en tout cas sur la volonté. On verra après dans les faits, puisque, dernier élément national, et j'arrêterai avec ça, vous avez la loi de finances 2019 qui a été exposée, et cette loi de finances aujourd'hui, en termes de réduction d'effectifs des ministères sociaux, appelle, en tout cas pour le réseau qu'on appelle JSCS, donc Jeunesse, Sport, Cohésion Sociale, à une réduction en 2019 d'au moins 250 agents. Alors ça ne veut pas dire des inspecteurs de l'action sanitaire sociale, vous avez beaucoup de corps statutaires et de missions dans notre réseau, mais ça veut dire qu'on ne va pas non plus sur un renforcement des troupes sur le terrain dans l'ensemble des dispositifs. Voilà, donc on est en mouvement, c'est ce qu'il faut comprendre, et on verra où on arrive ensemble. Alors justement, dans ce mouvement, on avait un peu anticipé la gestion des risques.
Alors la gestion des risques, c'est pas nouveau, on vous en a parlé juste avant, enfin voilà, c'est quand même quelque chose de connu. Mais pour le secteur jeunesse, sport, cohésion sociale, c'est un ovni. Voilà, c'est un ovni, il faut le dire, puisque alors mon corps d'inspecteur, on travaille aussi en agence régionale de santé. Alors sur la santé, la gestion des risques, c'est béton, il y en a, etc. Même si on a évoqué des choses amusantes tout à l'heure. Sur le médico-social, ça se déploie aussi, mais voilà, sur le social, c'était pas vraiment, en tout cas, la priorité. Ce qui veut dire que, eh bien, vous avez de la chance, ou pas, je ne sais pas, mais en tout cas, la protection juridique des majeurs, du fait du mouvement de professionnalisation lancé par la loi du 5 mars 2007, a été naturellement choisie, je serais tenté de dire, du fait des motivations des agents de l'État qui travaillent sur le dossier, pour finalement être le premier laboratoire, on va dire comme ça, de la création d'un outil de l'État, de la gestion des risques mandataires judiciaires, pour l'ensemble des mandataires judiciaires à protection des majeurs. Donc ça ne concerne pas que les services mandataires judiciaires, soyons clairs dessus. Donc, on a commencé nos travaux en 2015, puisque le secrétariat général des ministères sociaux, j'aurai une diapo après, m'a mandaté sur le sujet. Donc, on a commencé à se réunir et on a créé un groupe de travail, ça n'avait pas de sens autrement, donc justice, cohésion sociale, on en verra la composition après pour travailler dessus. Donc, la gestion des risques, attention, on rentre, en tout cas en termes de définition par rapport à ce qui a été évoqué précédemment, nous, dans une définition extrêmement humble, extrêmement, on va dire, souple, c'est-à-dire notre objectif, ça a été de créer un outil qui va permettre, avec des indicateurs, d'identifier des situations, des mandataires, entre guillemets, à risque, mais avec la dimension du risque. Le risque, c'est une tendance, c'est un indicateur, c'est pas non plus une réalité effective. Donc l'enjeu, c'est l'identification du risque, pour qu'on soit tout de suite clair entre nous, va permettre, et c'est ça l'enjeu, on verra après, d'orienter des contrôles des inspections, mais en aucun cas, l'outil de gestion des risques ne permet de prendre des mesures, on va dire, de sécurisation, par exemple de suspension ou de retrait d'agrément. C'est un outil qui nous oriente, qu'on soit bien d'accord. Voilà, ce n'est pas un outil qui nous permet de décider sur une situation donnée. Voilà, donc indicateur de risque, tendance, alerte, mais pas réalité effective de l'existence réelle du risque. Il faut après le vérifier dans le cadre du contrôle. Alors, le MJPM, le mandataire judiciaire à protection des majeurs, ça c'est une diapo, peut-être certains vous l'avez déjà vu, si vous m'avez vu intervenir, je la ressors. On l'a expliqué tout à l'heure, on peut cartographier les risques du mandataire judiciaire, mais c'est très compliqué tout de même, puisque le mandataire judiciaire, comme j'aime le dire, il ressemble un peu à ça. Alors, pour un service mandataire, il faut imaginer que ce n'est pas une personne physique, c'est une personne morale, bien entendu. Ça, c'est un peu la représentation quand on va chez votre voisin ou n'importe qui pour lui dire c'est quoi pour vous la protection juridique des majeurs. Donc, c'est du financier, du dossier, etc. et autres. Nous, au niveau, on va dire, des affaires sociales, on est peut-être un peu plus informés. Donc, pour nous, le mandataire judiciaire à protection des majeurs, il a le bras droit dans le judiciaire, le bras gauche dans le social, un pied dans le médico-social, un pied dans la santé, et la tête dans l'humain. Voilà, ça c'est ma définition, c'est celle qu'on a partagée dans le cadre du groupe de travail, ce qui veut dire qu'il faut cartographier du risque là-dessus. Donc on n'a pas pu bien sûr cartographier du risque sur l'ensemble des sujets, mais on a essayé de trouver des éléments pratico-pratiques qui nous permettaient d'analyser du risque, bien entendu, sans avoir à se déplacer sur site. Alors, pourquoi faire la gestion des risques mandataires judiciaires? J'en ai déjà dit un petit peu, mais c'est là où il faut comprendre aussi le positionnement de l'État dans cette démarche, puisque si ça marche dans ce secteur, ou en tout cas que ça marche ou ça ne marche pas, l'enjeu c'est de déployer la gestion des risques aussi dans d'autres secteurs, comme pour les centres d'hébergement et de réinsertion sociale, par exemple, les ACM, etc. Puisque, comme vous l'avez compris dans mon introduction, nos moyens deviennent limités. Voilà, nos moyens deviennent limités, ils l'ont toujours été, mais ils le sont encore un petit peu plus, on va le dire comme ça. Et je ne sais pas si vous avez déjà plongé votre regard dans ce qu'on appelle les directives nationales d'orientation et les ONIC, les objectifs nationaux d'inspection-contrôle, je ne sais pas si ça vous parle. En gros, ce sont nos documents annuels qui nous programment, en fait, ce sont les instructions nationales qui viennent des ministères sociaux pour dire voilà les objectifs de contrôle à réaliser par secteur, et vous avez le privilège d'avoir une ONIC, donc un objectif national de contrôle, d'inspection-contrôle dédié à la protection juridique des majeurs qui vous dit voilà la cible en termes de volume à atteindre pour votre département, région, enfin pour la région qu'on doit décliner par département. Mais donc cette approche jusqu'à aujourd'hui était quantitative. C'est-à-dire au vu d'un nombre de mandataires, on en déduisait un volume de contrôle à réaliser,
qu'on programmait. Ça n'empêchait pas aussi de contrôler, d'inspecter dans le cadre de signalement. Il y a aussi l'enjeu de l'urgence et de la protection des personnes, enfin de leur sécurité. Mais on devait essayer de respecter ces volumes qui étaient plus ou moins réalisés selon les régions là-dessus. On veut changer complètement cette logique. C'est ça l'enjeu pour nous aussi de la gestion des risques, c'est qu'en intégrant les outils de gestion des risques, on décentralise pas, on déconcentre, voilà pour le coup, c'est bien le mot, on déconcentre totalement l'autonomie de choix et de programmation des contrôles au niveau des directions de cohésion sociale. C'est-à-dire qu'au vu d'une politique, des résultats de la gestion des risques, de l'outil dont on va parler, ça permettra à chaque direction départementale ou régionale, selon comment les choses sont organisées, de définir une cible, dans le cadre du programme régional d'inspection-contrôle annuel, à atteindre en identifiant directement les mandataires, dans le cadre des inspections-contrôles programmées, à aller, visiter. Donc contrôler, inspecter. Voilà, donc c'est une territorialisation. Donc on n'est plus, en gros, on sort de volumes prédéfinis. Ça veut dire qu'on pourrait imaginer des régions, des départements qui auraient plus de contrôle à faire, mais aussi, surtout, moins de contrôle à faire, car plus ciblé, plus pertinent. Territorialisation. C'est pas qu'une territorialisation non plus. Il y a une dimension d'horizontalisation. Alors ça, c'est important. J'espère que vous l'entendrez bien là-dessus. Mais l'enjeu de la gestion des risques, et vous le verrez dans la suite, c'est qu'il y a une dimension d'auto-évaluation. Donc on va vous demander d'auto-évaluer, en tout cas de nous remonter un certain nombre d'informations par questionnaire. Et ça, c'est important puisqu'on voit qu'on renforce la logique de professionnalisation des acteurs, puisqu'on va vous demander vous-même de nous donner des éléments de risque, ou en tout cas de nous donner des éléments de situation, pour qu'on puisse comprendre véritablement si vous êtes en difficulté ou pas, ou si vous pouvez arriver vers des difficultés. Donc ça, c'est important, parce que ça montre qu'avec un tel outil de la gestion des risques, même s'il y a une partie, bien sûr, de risque déterminée directement par, l'État, ça veut dire qu'on vous met complètement dans le processus pour nous aider à mieux comprendre ce qui se passe. Et ça me permet de reparler de l'inspection-contrôle qu'on fait sur le secteur. Je vous rappelle qu'on est bien sur une inspection-contrôle d'accompagnement. C'est le contrôle administratif, mais on peut aller sur des sanctions, on y va, ça arrive sur le secteur, mais ça n'empêche que notre priorité, normalement, c'est d'identifier les difficultés, les écarts à la norme, les dysfonctionnements avec vous, pour après vous accompagner, vous aider, en tout cas, quand c'est possible, pour leur résolution. Donc on est quand même dans une logique préventive. Donc horizontalisation des rapports avec les MJPM, donc dans le sens de renforcer finalement le dialogue sur les situations, de ne pas faire finalement que du dialogue budgétaire, par exemple, aller sur aussi des choses sur le risque, de manière plus large, et donc la professionnalisation des acteurs, puisqu'on fait de la gestion des risques finalement, et on le voit sur le secteur sanitaire par exemple, que quand on a des professionnels finalement dans lesquels on peut avoir confiance, ou en tout cas on attend un niveau de professionnalisme. Donc voilà, donc c'est la continuation en tout cas de cette caractérisation de votre professionnalisation. Donc, alors si j'ai la souris qui bouge, ça c'est une diapo pour vous illustrer un petit peu comment les choses, comment l'État gère, comme j'aime bien le dire. Donc voilà un peu au national comment ça se passe sur l'inspection-contrôle sur le réseau Jeunesse, Sport, Cohésion sociale. Vous avez le secrétariat général des ministères sociaux, le SGMAS. Vous avez une nouvelle SGMAS, maintenant c'est Sabine Fourcade, si vous n'avez pas suivi l'actualité. Donc elle est arrivée il n'y a pas si longtemps, parce que pendant longtemps le poste était vacant. Et donc, vous avez une instance nationale qui réunit tous les référents des DR, DGSCS sur l'inspection-contrôle, donc tous les responsables sur les territoires, pour dialoguer, discuter entre eux. Et en tout cas, jusqu'il y a peu, puisque les choses se sont un peu, pour le moment, sont en débat, ou en tout cas sont réinterpellées. Mais vous aviez donc une instance intéressante, ici la CARIC, où vous aviez des gens du réseau qui étaient directement en appui du national sur des problématiques de l'inspection-contrôle. Et c'était bien le réseau des territoires, donc des agents des territoires, qui se mobilisaient pour constituer des groupes de travail nationaux. Donc ce n'était pas forcément d'impulsion centrale, c'était plus d'impulsion territoriale, mais forcément avec le central qui validait et qui affirmait le besoin. Et donc voilà un peu des groupes de travail qui sont en cours ou qui ont été réalisés ces derniers temps par cette organisation nationale locale. Voilà, donc là vous retrouvez les noms pour en voir toute la diversité. Vous voyez des gens qui sont de DR, de DD, anciennes, nouvelles régions, de la justice, du national, etc. Donc ce sont toutes les personnes qui ont participé à ce groupe de travail qui a permis donc de développer cet outil de la gestion des risques mandataires judiciaires.
8 séances de travail sur un peu plus de 2 grosses années, dont 2 jours entiers d'audition et 1 jour de présentation. D'ailleurs, vos représentants nationaux étaient là. Ça date maintenant depuis... enfin, c'était il y a moins d'1 an, mais donc on avait présenté la dernière version de l'outil avant de le diffuser officiellement au réseau. Donc ça a été un travail de longue haleine, puisque bien sûr, tout ça, ça se fait en plus de tout le reste. Donc ça a dû... forcément, les personnes qui ont contribué ont été très militants d'une certaine manière pour ce travail. On a aussi dû gérer nous-mêmes les enjeux techniques de cet outil. On n'a pas particulièrement été appuyé par on va dire les services informatiques du ministère pour développer l'outil, donc on s'est débrouillé tout seul pour obtenir quelque chose de cohérent. Et donc, au bout de tout ça, on a développer cet outil qui aujourd'hui est en diffusion. Donc ça veut dire que selon votre territoire, il va commencer à être utilisé, il a déjà été testé ou il n'a pas encore été évoqué, voilà, pour faire simple, mais ça vous donne cette information. Comme vous le voyez sur cette slide, j'ai fait des interventions déjà dans 6 régions pour former les collègues, en tout ou partie. Il y a aussi, cet outil est présenté, en tout cas dans le cadre des formations nationales à l'EHESP, à l'École des hautes études en santé publique, pour les nouveaux inspecteurs ou ceux qui sont en formation continue. Donc on est sur une étape de diffusion avec normalement un objectif d'utilisation à partir de la fin de l'année dans une grande partie des secteurs. Mais quand je vous dis ça, c'est à mettre en lien avec l'actualité nationale que je vous ai dit en début d'intervention, que je vous ai cité, qui aujourd'hui nous impose tout de même d'avoir des clarifications par nos autorités centrales et gouvernementales sur la dynamique à mettre en œuvre sur ce dossier. Donc voilà, donc c'est en diffusion. Allons sur l'outil directement, et vu le temps, j'ai jusqu'à 30, c'est ça? Ouais, à peu près. Ouais. Je ne pourrais pas vous faire, comme je le fais habituellement dans mes interventions de formation de collègues inspecteurs, une démonstration totale de l'outil. Mais je vais pouvoir quand même vous en évoquer un petit peu son essence, donc, et puis vous montrer éventuellement quelques documents. Donc, comme vous le voyez à l'écran, ce sont tous les items que nous avons identifiés sur la gestion des risques mandataires judiciaires. Donc, tous les items qui vont être enquêtés. Donc là, c'est les catégories d'items. À chaque fois, vous en avez plusieurs. On va regarder un petit détail après, enfin, par catégorie. Donc, ça restera de la synthèse. Ce que vous voyez en vert, c'est important. Parce que le groupe de travail, l'un de ses premiers enjeux, ça a été de réfléchir, est-ce qu'on arrive à faire un outil commun pour tous les MJPM ou est-ce qu'on doit faire 3 outils? La réponse, c'est qu'on a fait 3 outils, mais dans ces 3 outils, ce que vous voyez en vert, ce sont des items communs. Donc il y a une cohérence, il y a une colonne vertébrale des outils pour les 3 types de mandataires judiciaires, 3 types d'activités, mais après chacun a un outil commun au vu de la diversité, bien entendu, des fonctionnements et des réalités sur vos méthodes de fonctionnement. Donc, item en lien avec le DIPM, extrêmement important, je vais revenir rapidement dessus après, mais le DITM dans cet outil de gestion des risques, on l'a mis particulièrement en avant pour nous assurer, c'est aussi un enjeu de politique publique, que depuis la loi d'adaptation de la société au vieillissement, qui oblige tous les mandataires judiciaires, ou en tout cas qui les met tous dans le même bain sur le DIPM, que cet outil soit bien déployé, que les modèles utilisés, puisque encore une fois on n'est pas dans le contrôle de tous les dossiers, bien entendu, là on est sur de la gestion des risques, donc plus sur du contrôle de documents type, soit en tout cas adapté au vu de ce qu'on peut attendre dans un bon DIPM. Les items en lien avec les signalements, donc ça on a intégré les signalements qui ont pu être reçus durant l'année, enfin au moment où on fait la gestion des risques, pour les identifier, en tout cas qu'ils pèsent sur les scores de risque. Les items en lien avec les échanges d'informations avec la justice, donc ça aussi je vais vous en parler un petit peu, donc on a bien travaillé avec la justice pour développer une partie d'éléments d'évaluation d'informations dont la justice, sur laquelle la justice produirait à destination des services de cohésion sociale. Donc ça, le travail est fait. Maintenant, il y a l'organisation du flux qui est en discussion. Et après, bien entendu, des items spécifiques par MJPM. Donc vous avez des items différents selon les types de fonctionnement de mandataire judiciaire. Oui. D'accord, très bien. Et pour les services mandataires judiciaires, ce qui va vous intéresser particulièrement, vous avez quand même un item de risque sur des seuils au vu des indicateurs financiers, puisque la richesse des services mandataires judiciaires, c'est aussi ces indicateurs financiers qui nous servent pour la tarification, mais qui peuvent servir pour certains sur la gestion des risques. Voilà, donc ça, ce sont les grandes entrées, les grandes rubriques catégories de cette gestion des risques, qui fait que selon les types de mandataires judiciaires, comme vous le voyez à l'écran, sur des sous-rubriquages, sur des risques spécifiques, vous avez un nombre d'items de risques à renseigner différents.
Donc vous voyez, pour les services, on a identifié 3 indicateurs pour l'installation, 13 sur l'organisation et la formation, 5 sur les prises en charge et 9 sur la maîtrise des risques institutionnels. Donc on n'est pas non plus parti de rien, on a aussi repris en partie, je dirais qu'en partie, puisque ça reste un référentiel de contrôle, les référentiels de contrôle qui existent sur les mandataires judiciaires pour en tirer finalement les éléments qui permettaient en amont de contrôle de déjà faire de l'évaluation de risque. Sur les indicateurs financiers services mandataires judiciaires, vous montrez, et ça va permettre aussi de parler un petit peu de la liberté qu'on s'est donnée dans ce groupe de travail, c'est de définir des seuils. Et c'est vrai aussi sur les niveaux de prise en charge, nombre de mesures, etc. On a défini des seuils. Et c'est là où il faut que je sois très clair avec vous pour pas qu'il y ait d'incompréhension. Quand on parle de seuil, c'est bien qu'on a défini des seuils de bonne pratique. Et forcément, plus on s'éloigne d'un seuil de bonne pratique, plus bien on génère un risque. Mais ça ne veut pas dire qu'après le risque, il est avéré définitif, il faut contrôler la réalité après de fonctionnement par l'inspection contrôle. Donc on a fixé des seuils, ces seuils ont été déterminés dans le cadre du groupe de travail, donc des inspecteurs, des agents, des conseillers techniques en services sociaux, etc., des personnes de la justice, dont Madame Caron-Déglise en a fait partie, et ça a été extrêmement enrichi, même on a été très surpris lors des auditions, puisque quand on a auditionné vos représentations nationales, déjà je vous remercie encore de votre contribution, puisque vous avez vraiment été intéressé par l'exercice, et vous avez particulièrement enrichi, et vous nous avez permis de vraiment affiner ces seuils de risque, que ce soit pour des indicateurs ou en tout cas pour les niveaux de prise en charge. Donc vous voyez là, ce sont les indicateurs financiers qu'on a retenus, il y en a d'autres qui existent, mais pour la gestion des risques dans cet outil, ce sont ceux-là qu'on a identifiés. Avec des seuils de risque, si on est trop bas, ça peut être très risqué, si on est trop haut, ça peut être très risqué, etc. Voilà, donc nombre de points par ETPT, vous les connaissez très bien, nombre de mesures moyennes par ETPT, temps actif mobilisable, la TAM, enfin le TAM, et le pourcentage de délégués à la tutelle. Donc là, vous voyez aussi, il y a une inflexion, en tout cas une prise de position de ce groupe de travail sur le fait qu'on a cherché véritablement à identifier aussi la réalité du nombre de délégués, donc de personnes formées et titulaires du CNC MJPM, mention MJPM, dans les services, en tant que ça apportait une garantie, en tout cas, de meilleure prise en charge. On va le dire ainsi. Le DIPM, et ça, il n'y a aucun problème, je laisserai le document type bonne pratique à la FNAT, enfin, donc du coup vous pourrez le rediffuser, on vous l'avait déjà donné de toute manière, mais le DIPM, on est reparti de travaux qui avaient été faits avec la CEPAM du Hainaut, puisque la CEPAM du Hainaut avait lancé une expérimentation avec tous les MJPM du Valenciennois, enfin et de l'Hainaut plus largement, sur comment on pouvait améliorer tout ce qui était accès aux droits, santé et surtout l'accès à la santé en tant que tel. Et donc, on avait développé avec eux un DIPM type pour justement suivre cette expérimentation qui est rapidement devenu un DIPM extrêmement élargi, structuré pour reprendre toutes les bonnes pratiques de ce qu'on attendait dans un DIPM. Pour votre information, ces travaux, ils continuent de mémoire en PACA ou en langue, ouais, ça doit être ça, ou en Occitanie. Donc, on continue encore, enfin, on a des collègues qui continuent encore à creuser pour développer ce DIPM type. Et je le rappelle, un DIPM type, c'est un DIPM moderne bonne pratique. Aujourd'hui, il ne s'impose pas, vous n'êtes pas obligé de l'utiliser, mais en tout cas, si vous utilisez un modèle similaire, en tout cas quelque chose qui répond au même esprit, forcément, vous serez dans le document type proche de ce qu'on attend en termes de bonne pratique. Donc voilà, donc ce qui fait que dans l'outil de gestion des risques, on invite les collègues donc au niveau des départements ou des régions à vous demander, lorsqu'ils vous enverront le questionnaire d'auto-évaluation, de leur retourner votre modèle type de DIPM pour qu'ils puissent le comparer et répondre à un certain nombre de questions, sachant que vous-même, dans le questionnaire, vous avez des réponses à apporter aussi sur la pratique et l'utilisation du DIPM. Donc je vous laisse à l'écran, je vais pas tout distinguer, enfin tout commenter là-dessus, mais on a vraiment essayé de structurer cette gestion des risques là-dessus, ce qui fait qu'aujourd'hui, dans l'outil de gestion des risques, le DIPM a une place très importante en termes de score de risque. Puisque notre enjeu, c'est de dire que si ça fonctionne bien là-dessus, puisque l'enjeu de la gestion des risques, c'est entraîner aussi un mouvement global vers de meilleures pratiques pour ceux qui seraient en décrochage là-dessus. Et je ne parle pas forcément des services mandataires judiciaires, d'ailleurs. Il y a d'autres catégories de MJPM qui sont plus, on va dire, récents sur le sujet. Mais donc, clairement, c'est un item de risque qu'on a surpondéré aujourd'hui, très clairement, pour nous assurer, en tout cas, que leur mise en œuvre sur l'ensemble des acteurs de la protection juridique des majeurs soit bien effective, ou en tout cas de qualité. Donc, c'est-à-dire que c'est peut-être un item de risque qui s'éteindra tout seul à l'avenir, puisque tout le monde utilisera en tout cas des bons modèles. Voilà, c'est l'un des enjeux. On continue sur le DIPM et on va à la suite. Avec la justice,
la justice, on a vraiment construit aussi une sorte de questionnaire annuel à destination de différents acteurs de la justice, le juge des tutelles, bien sûr, le magistrat délégué, cour d'appel, et aussi le greffier en chef. Donc, on a beaucoup réfléchi et on a essayé de limiter au maximum le nombre de questions à apporter. Donc l'idée, c'est pas que le juge, ou en tout cas les personnels de la justice, livrent une évaluation cotée là-dessus, mais de répondre à certaines questions par MJPM, comme vous le voyez à l'écran. Par exemple, le MJPM fait-il des demandes d'audience régulièrement, etc. Puisque derrière, on en tire, au vu de ce qu'il va répondre et au vu de la corrélation entre les différents items, des risques potentiels. Voilà. Donc c'est pour vous dire que c'est pas la justice qui directement définit des niveaux de risque, mais au vu des réponses qu'elle va communiquer à la cohésion sociale, ça permettra derrière de générer des items de risque plus ou moins importants, en tout cas des scores de risque plus ou moins importants, au vu de l'interaction des différentes rubriques. Donc là, vous avez, c'était juge des tutelles. Vous voyez qu'avec le greffier en chef, on lui demande finalement peu de choses. Le procureur aussi, et le magistrat délégué, on n'a que 2 questions par rapport aux appels. Voilà. Ça nous permettra d'avoir une vision de la justice par MJPM sur les sujets. Maintenant, pour être précis sur où on en est sur le déploiement avec la justice, on a validé, puisqu'on a présenté aussi l'outil à l'Association nationale des juges d'instance, l'ANJ, donc l'outil en soi, il est validé. Maintenant, du fait, comme vous l'avez entendu, de l'actualité nationale et aussi de la réforme justice 21e siècle qui vient réinterpeller l'organisation territoriale de la justice, on est en attente d'une stabilisation puisqu'on voudrait que le déploiement de leur partie soit, on va dire, homogène ou harmonisé en tout cas sur l'ensemble des territoires et pas qu'on ait différentes pratiques qui pour le coup viendraient un petit peu nuire, on va dire, à la comparaison, enfin la comparabilité comme on dit sur l'ensemble des territoires si on veut faire des comparaisons au national. Donc la partie justice, elle est créée mais elle n'est pas encore mise en œuvre sur les territoires. Là où la partie mandataire judiciaire et cohésion sociale sur cet outil de gestion des risques, c'est opérationnel et ça a commencé à être diffusé. Enfin, les outils sont en fonctionnement sur certains territoires ou en tout cas sont prêts à être lancés. Sur les signalements, important aussi en termes de doctrine, on s'est beaucoup questionné sur comment on pouvait intégrer les signalements, parce qu'il y avait un vrai sens à intégrer les signalements, mais on s'est dit, si on est sur de la volumétrie de signalements, ça va être un peu gênant, puisqu'on sait que dans certaines situations, vous pouvez avoir des signalements qui se multiplient, surtout par des familles, etc., et du coup, ça peut vicier quand même la vision. Donc on a plutôt souhaité réfléchir par source de signalement, non pas par volume total de signalement. Donc le signalement, il vient d'où ? Et selon la source de signalement, de voir ce qu'il qualifie en termes de signalement, puisque selon ce qui est qualifié, ça peut générer un risque différent. Donc vous voyez, le protégé lui-même, on avait fait un gros travail, on en a tiré 5 indicateurs, famille 4 indicateurs, mais ça veut dire que c'est sur l'ensemble des signalements, des familles, etc., etc. Donc on est vraiment sur la qualité de la source. Sur le scoring, puisque quand on parle de gestion des risques, c'est là où je vous dis on a dû faire des scorings, on a aussi longtemps débattu et on a fait des scorings de risque de 0 à 5. Voilà, on s'est contraint dans cette logique-là, en sachant qu'un risque 0, c'est qu'il n'y a pas potentiellement pas de risque, parce qu'on peut toujours se tromper, et que quand on est à 5, forcément, c'est un risque fort. Ce qui fait que les items de risque peuvent être cotés selon aussi leur seuil ou pas, de 0 à 5, mais pas forcément, ils peuvent être cotés aussi de 1 à 5, ou des fois, ils sont juste, s'il n'y a pas déterminant de risque, entre guillemets, ça sera donc rien du tout, et s'il y a, ça peut qu'être un risque 2, parce qu'il n'est pas non plus très fort ou très élevé là-dessus. Et donc, c'est le total des scores de risque, bien entendu, qui vont donner un indicateur global par mandataire judiciaire, pour après orienter notre attention sur les territoires pour organiser les contrôles. Donc comment marche la méthode de recueil des risques ? Vous le voyez ici, il y a un certain nombre, il y a plusieurs dimensions qui viennent se compléter. Donc la justice, j'en ai parlé, c'est opérationnel mais c'est pas déployé. Le reste, c'est prêt à déployer ou déployer. Donc vous avez une partie d'auto-évaluation. Donc l'outil ne marche que si vous répondez à l'auto-évaluation, mais c'est aussi dans votre intérêt d'y répondre, puisque justement, on a construit ce questionnaire d'auto-évaluation, non pas pour vous dire vous respectez la norme, vous respectez pas la norme, mais plus aussi pour avoir des réponses, on va dire, de situation, de contexte, de charge de travail. Donc l'enjeu, c'est plutôt vraiment de comprendre votre réalité et vos difficultés, ou alors votre bien-être, on ne sait jamais, ça peut être aussi une bonne chose. Je tente le coup. Donc voilà. Vous avez après donc, des items aussi dans le cadre de votre auto-évaluation qui ne vont pas servir. Donc,
là, l'item exclusif, ça veut dire que directement vos réponses vont générer de manière totalement indépendante et qui ne pourront pas être retouchées par les services de la cohésion sociale des scores de risque. Une partie des informations de votre auto-évaluation vont plutôt donner des informations. Donc ça veut dire qu'ils ne vont pas entraîner directement de la génération des items de risque, puisque ça va plutôt être des informations pour les agents de la cohésion sociale. Et là, on va dans cette case-là ici. Vous avez aussi des items qu'on appelle challengés. Alors challenger, ça veut dire qu'éventuellement, sur certains items, et ça reste limité, on a donné la main aux collègues de la cohésion sociale pour éventuellement, au vu des informations dont eux ils disposeraient, contester, enfin c'est le challenge, c'est-à-dire dire qu'ils ne sont pas forcément d'accord avec cette réponse. Voilà. Mais ça reste limité, c'est sur des items assez critiques là-dessus. Et donc, vous avez donc cette partie d'auto-évaluation finalement qui démarre le process de gestion des risques, en tout cas de cette démarche-là. Et après, donc, comme vous l'avez compris, la cohésion sociale, donc ça peut être au niveau régional ou au niveau départemental, un outil plutôt adapté pour les départements, eux-mêmes vont devoir répondre et évaluer toute une série d'items pour finaliser cette gestion des risques qui serait totalement finalisée avec les items de la justice, mais dont pour le moment, on peut, j'allais dire, ne pas prendre en compte dans ce premier déploiement. Donc le fonctionnement de l'outil, voilà, vous le voyez en mouvement ici. Donc vous voyez, ce sont des fichiers Excel, parce que on aimerait bien encore plus numériser et faire quelque chose sur Internet, mais ça, on aura peut-être l'occasion avec les moyens de la DGCS de le faire, puisque je vous apprends une bonne nouvelle, peut-être que vous le savez déjà, mais dans le cadre du Fonds de transformation de l'action publique, la Direction générale de la cohésion sociale a été lauréate pour justement la dématérialisation de l'ensemble des procédures sur la protection juridique des majeurs. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Ils ont quand même eu plus d'1 million d'euros du national d'ici à 2022 ou 2021 pour déployer des technologies avec vous, avec l'ensemble des acteurs pour dématérialiser. Donc on espère qu'on pourra tous en bénéficier là-dessus. Donc voilà, c'est simple. Vous avez une auto-évaluation qui remonte au niveau des services de cohésion sociale. C'est consolidé. Après, l'action de la cohésion sociale, c'est aussi de remplir sa partie et les items challengés. Et puis éventuellement, vous avez donc la justice qui vient derrière. Vous avez un dictionnaire, mais ça, c'est réservé aux agents de la cohésion sociale sur l'utilisation de l'outil de repérage des risques. Et ça, je vais revenir dessus après, si je peux. Tac. Alors, je vais quand même vous montrer à quoi ressemble le questionnaire que vous aurez dans les services mandataires judiciaires. C'est là. Voilà. Et pour vous rassurer, bien sûr, puisqu'on a essayé vraiment, on est dans du co-design, on est dans du design, donc on essaye de faire les choses simples, de vous faire un truc le plus simple possible. Donc normalement, ce que vous devrez recevoir sous format Excel, si vous avez de la chance, ou sous format ODT, donc Open Office, si vous avez moins de chance, mais malheureusement, de plus en plus, nos administrations sont obligées d'utiliser du libre, donc c'est aussi une bonne chose. C'est tout simplement un document Excel, comme vous le voyez ici. Vous avez un nombre de questions. Il est plus ou moins dense selon les mandataires judiciaires. Là, forcément, pour un service, il y a quand même un certain nombre de questions. On retrouve les grands rubriques que je vous ai évoquées. Vous avez une notice d'utilisation, on ne vous abandonne pas, donc vous avez quand même un certain nombre de commentaires pour vous aider et de règles de réponse. Voilà. Donc après, vous connaissez, ça crée une page d'agrégation. Donc vous voyez, les réponses, majoritairement, sont des réponses à liste. On dit oui, non, etc. Donc on vous demande pas. Mais on vous laisse tout de même pouvoir commenter vos réponses. On est bien d'accord, puisque des fois, la simplification, comme on dit, n'apporte pas toutes les réponses. Et comme on l'a évoqué tout à l'heure, la protection juridique des majeurs, enfin protéger, ce n'est pas réduire. Voilà, donc c'est bien de le rappeler aussi. Donc vous répondez tout ça et je vous montre une exclusivité, je vous montre quelque chose là pour lequel normalement vous n'avez pas accès. C'est pas ça. C'est après le tableau de bord des collègues de la cohésion sociale, puisque en agrégeant les résultats, ça va vous créer une identité, donc vous avez une synthèse globale bien sûr, mais après, ça va créer en fait par mandataire judiciaire, donc là, service, des réponses. Et là, vous voyez dans le tableau, par exemple, sur cet item-là, c'est que vous qui générez au vu de votre réponse un item de risque, mais sur cet item-là, c'est la cohésion sociale qui doit répondre. Et après, on va essayer de trouver un item challengé pour vous donner un exemple. Tac, auto-évaluation. Il faudrait du noir comme ça doit être ça. Tac. Ouais, je pense que ça doit être comme ça. Donc là, par exemple, typiquement, quand vous allez répondre, ça va générer un score. Et ici, éventuellement, l'agent de la cohésion sociale, au vu des éléments dont il a en disposition, il pourra le corriger. On a essayé de construire l'outil vraiment pour qu'il soit aussi le plus aidant possible, même si on peut toujours faire mieux, je suis bien d'accord,
pour aussi vos relations. Alors c'est vrai que c'est plus vrai pour d'autres types de mandataires judiciaires, mais l'outil permet véritablement, s'il est utilisé de manière annuelle, mais il peut être utilisé tous les 2 ans, après chacun fait sa popote, mais pour s'assurer aussi qu'en termes, je pense par exemple pour les assurances, pour les mandataires individuels ou les préposés, etc., pour que les choses soient toujours bien à jour, etc. C'est aussi un outil de vérification pour s'assurer qu'il n'y ait pas un moment un décrochage administratif qui mettrait en danger, d'une manière ou d'une autre, le protégé et le professionnel. Voilà, et donc pour conclure, je voulais juste revenir sur ma dernière diapo, puisque ça va lancer peut-être après votre appétit pour la table ronde de cet après-midi. Mais donc là, moi, c'est au vu du rapport Caron-Déglise, je me suis amusé à un peu modéliser un petit peu ce qu'il y a dans la feuille de route, donc avec une proposition de placer l'État sur 3 piliers dans son action, en tout cas l'État dans tout son ensemble, avec un pilier sur l'innovation, hein, parce qu'on est un secteur qui reste... jeune, ancien, mais sur lequel on peut continuer à innover et c'est une bonne chose. Sur la dimension de co-design, donc le co-design, c'est bien l'horizontalisation de nos relations. Ça veut dire qu'on construit avec vous, mais on essaye de construire de moins en moins pour vous, si vous comprenez la subtilité. Donc l'idée, c'est qu'on est bien sur de l'horizontalisation de construction de politique publique. En tout cas, c'est ce que le rapport Caron-Déglise aspire, en tout cas propose, et l'enjeu du développement éthique qui est très important. Et pour moi, l'inspection-contrôle, ça va vraiment faire le lien en fait avec l'ensemble de ces dimensions-là, et la gestion des risques, comme je l'ai évoqué, puisque l'enjeu, c'est vraiment de construire cette relation professionnelle entre nos services de l'État et vous, mandataire judiciaire à la protection des majeurs. Et quand je dis construire cette relation, c'est bien une relation de prévention, donc détecter avec vous en amont des risques et des difficultés, et aussi d'accompagnement et de co-construction, puisque avec la gestion des risques, finalement, on va pouvoir aussi voir, en termes de formation, en termes de problématiques locales, ce qu'il faut construire sur les territoires avec nous, dont dans les nouvelles générations de schémas régionaux à la protection des majeurs. Donc voilà, donc tout ça, ça contribue à un ensemble, ça va venir nourrir la donnée, la connaissance, et donc j'espère nourrir collectivement l'amélioration du travail, de votre travail, et puis bien sûr de la protection des personnes, puisque finalement on n'existe que parce qu'il y a des personnes protégées là-dessus. Voilà, donc j'espère que c'était pas trop rébarbatif, que ça vous donne une idée là-dessus, et je vous remercie.